Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Jeudi Tout, l'émission de Mademoiselle dans laquelle on parle d'actu et de tout ce qui se passe sur Mademoiselle. Aujourd'hui, je suis en compagnie de plusieurs personnes. À commencer à ma droite, Paloma et Nathan. Vous venez de l'association Div+, dont on va parler dans cette émission. Émilie. Bonjour, de l'équipe vidéo je peux me Mademoiselle. présenter. Oui, voilà, Émilie de l'équipe vidéo de Mademoiselle. On va parler du reportage juste après. Oui, on va y venir. Et à ma gauche, Sophie, qui est avec moi aussi. Alors, on va parler de plein de choses dans cette émission aujourd'hui, à commencer effectivement par le reportage que l'équipe vidéo de Mademoiselle a réalisé sur une association géniale qui s'appelle Div+, et qui a pour vocation de promouvoir l'inclusivité, la diversité dans le monde du cinéma. Pour résumer, on va en parler plus en détail. On parlera aussi de notre dernier épisode de notre format Concrètement, que vous pouvez retrouver notamment sur Instagram, avec Sophie, qui incarne ce dernier Concrètement, qui met en lumière le Green Impact Index, qui est un indicateur développé par le groupe Pierre Fabre, et qui permet de mesurer l'impact sur la planète et sur la société des produits cosmétiques. C'est un peu, pour résumer, un Nutri-Score des produits cosmétiques. Exactement, t'as tout bien dit, je peux partir. Non, il faut que tu restes parce que t'as plein de choses à dire. Et enfin, en fin d'émission, on parlera de l'actualité la plus chaude autour de la constitutionnalisation de l'IVG qui a été votée en première lecture hier soir au Sénat. On verra que c'est un petit peu plus compliqué que ça et que c'est pas tout à fait une victoire pour le droit à l'avortement. Merci à tous et à toutes de nous regarder. N'hésitez pas à nous poser des questions, échanger avec nous dans le chat. On sera là pour répondre à vos questions. Et Émilie, je te laisse la parole pour nous parler de ce super reportage. Yes, du coup, comme tu l'as dit, on est avec Paloma et Nathan. Et donc, si vous ne l'avez pas vu, on va vous montrer quelques extraits. Mais on a réalisé notre premier reportage, parce qu'il n'y avait pas encore de format reportage sur Mademoiselle. Donc, on a réalisé notre premier... Ouais, c'est vraiment le premier. Vous étiez... Si. Il y en aura d'autres à venir, mais vous étiez la grande avant-première. Et donc... Alors, c'est pas vraiment le premier reportage de Mademoiselle, je précise quand même. Parce que ça fait un petit moment qu'on fait des reportages. Oui, je parle seulement en vidéo, pas du tout des articles. On a eu des super enquêtes en termes d'articles, des reportages aussi, mais en vidéo, on avait des formats plus décryptage, actualité, mais pas encore de reportage long format, un peu style documentaire. Du coup, c'est le premier. Et donc, du coup, peut-être que je vais peut-être raconter comment on s'est intéressé à l'association et ensuite vous laisser vous présenter, on va en parler. Mais pour résumer, on voulait parler on voulait pour ce reportage vidéo parler de la diversité dans le cinéma, parce qu'on savait qu'il y avait des associations super. Moi, je vous suivais déjà en fait sur Instagram et je me suis dit que ce serait une super idée en fait de vous mettre en avant parce que vous faites un super travail. Et du coup, pour en parler plus, je vais peut-être vous laisser vous présenter chacun, dire ce que vous faites un petit peu dans la vie et peut-être nous expliquer brièvement c'est quoi Div+ pour vous. Bonjour à tous et à toutes. Tu peux te rapprocher un peu du micro, je pense. Ça, c'est mon problème, c'est que je parle pas très fort. T'inquiète. Mais merci beaucoup pour l'invitation. On est vraiment ravis d'être là et on est très contents de pouvoir parler de Div+. On était très contents aussi d'avoir l'occasion de participer avec le reportage. On est une association très jeune, on a 1 an maintenant, on va dire officiellement. C'est ça. L'association est née de l'initiative d'un chef opérateur qui s'appelle Kaname Onoyama et qui a souhaité réunir des personnes qui se sentaient concernées justement par le sujet de la diversité, de l'inclusion dans le cinéma. Et donc on fait partie de ces personnes en tant que membre, on va dire, fondateur de l'association, où on a eu les premiers échanges avec Kaname sur ces sujets-là. Est-ce que tu connaissais, parce que du coup, tu n'as pas dit ton métier, mais comment tu es venu à connaître Kaname ? On se connaissait déjà, on avait échangé depuis un moment sur ces questions-là, et on n'avait pas vraiment travaillé ensemble. Enfin, moi, je l'avais rencontré il y a très longtemps, quand j'ai commencé à mettre un pied dans le cinéma. Et je cherchais des personnes sympas qui voulaient bien T'es bien tombée, ça va. La voix. Il n'y en a pas beaucoup, c'est ça. C'est ça. Et donc, on m'avait recommandé de contacter Kaname. Et donc voilà, ça avait fait partie... En fait, c'est drôle parce que de façon informelle, c'est un peu ce qu'on essaye de mettre en place avec Div+, c'est-à-dire qu'on s'était rencontrés, il avait regardé mon travail, on avait beaucoup discuté sur ce que moi je voulais faire, etc. Et puis il m'avait conseillé, il m'avait recommandé des personnes, et puis il m'avait suivi. C'est-à-dire que pendant plusieurs années, en fait, il a suivi ce que je faisais, mon évolution,
le travail, demander des nouvelles de temps en temps. Moi, de temps en temps, je lui en donnais, etc. Et jusqu'à ce que on se retrouve à faire vraiment le même métier, à être collègue, quoi, chef opérateur et chef opératrice, et que on finisse par monter cette association ensemble. Mais c'est vrai que clairement, c'est ce qu'on essaie aussi de faire parmi d'autres actions, mais c'est de guider, de donner des clés, des recommandations, des conseils, de l'espoir à des jeunes qui se lancent ou qui ne savent pas trop, ou qui ne connaissent pas bien le cinéma, ou qui ont des difficultés aussi. C'est vrai qu'on a beaucoup de jeunes qui viennent nous voir en disant ça fait déjà X années que je suis à tel poste, j'ai du mal à franchir à évoluer. J'ai l'impression de ne pas faire les bonnes rencontres, etc. Et donc voilà. Parce que c'est un milieu du coup très... parce qu'il y a peut-être des gens qui ne sont pas au courant, mais c'est vrai que c'est un milieu difficile d'accès, le cinéma. C'est difficile d'accès dans un sens parce qu'il y a encore, disons, peu de voies. Il y a des voies un peu tracées, un peu connues qui sont les grandes écoles. Et que ça marche quand même aussi beaucoup, le milieu du cinéma, comme d'autres milieux, par le réseau. Oui, bien sûr. Et un réseau, ça peut venir par l'école, par exemple, si on a fait une école, ou par un autre réseau. Et nous, c'est ce qu'on essaie de proposer aussi, c'est du coup de faire se rencontrer des personnes qui ne viennent pas forcément d'école, qui n'ont pas forcément fait le chemin classique, et qui ont peut-être aussi envie de changer de voie, par exemple, qui ont commencé dans un autre métier, et qui finalement ont envie d'essayer autre chose, etc. Et voilà, je me suis un peu éparpillée. Non, tu as très bien expliqué. On va montrer juste après. Juste demander à Nathan de se présenter. Oui, moi je m'appelle Nathan Mauvois, je suis auteur, réalisateur. Je suis aussi technicien, j'étais souvent assistant réalisateur et régisseur sur les plateaux. Je fais partie à peu près comme Paloma de l'asso depuis à peu près le début. Et oui, c'est venu de l'envie de justement réunir des gens, et forcément, évidemment, des gens qui n'avaient pas un accès forcément facile au milieu, pour plein de raisons différentes. Et c'est aussi l'idée de donner au cinéma derrière la caméra, parce qu'il y a aussi la question de l'inclusion et de la diversité devant la caméra avec les comédiens et les comédiennes. Mais c'est pour moi, l'important, c'est que le milieu du cinéma soit représentatif de ce qu'on trouve dans la société. Et je trouvais jusque-là qu'il manquait tout un pan de la société, en fait, parmi les travailleurs du cinéma. Donc c'est aussi ce qu'on essaye de faire avec DV+, c'est de donner une représentation fidèle de la société française, en fait. C'est à peu près ça. Donc après, on a plusieurs actions. On a le mentorship, dont on parlera, j'imagine, après le reportage, qui est une de nos actions phares. On a les DV Talk, on a des ateliers techniques. Donc c'est essayer de donner quelque chose de global, en fait. D'à la fois se donner des idées pour maintenant et des idées pour après, que ce soit au niveau technique ou au niveau des thématiques qu'on va explorer dans les scénarios, dans les tournages. C'est vraiment essayer de penser la diversité au sens large, que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau artistique, ou que ce soit au niveau juste humain, pour nos interactions à nous. Oui, il me semble que j'avais parlé à Linda, qui fait aussi partie de l'association, qui m'avait dit que vous aviez rajouté même le c'était derrière et aussi devant. C'est en gros englober la diversité derrière et devant la caméra, donc les acteurs, mais pour parler de tout ça. J'ai montré. Du coup, est-ce que vous avez vu le reportage toutes les deux? Je sais pas. Le reportage Bien sûr. Vous êtes obligés de dire oui. Je vais peut-être montrer le reportage du coup. Alors, hop, tac. J'espère qu'on va bien entendre. On va voir si c'est bien. Donc, je vais vous montrer l'introduction et un petit peu comme on a parlé du mentorship, des ateliers et tout. J'ai montré les différentes sections. Super. Alors, est-ce que ça marche? J'ai déjà vu une agression sexuelle sur un plateau. Ça m'arrive souvent de faire des renforts sur des films où, à part des mecs de la sécu, je suis la seule personne noire. On va toujours te proposer de porter ton matériel, cette caméra est beaucoup trop lourde pour une femme qui ne doit pas la porter. Que vous soyez simplement spectateur ou que vous essayez de vous lancer dans le monde du cinéma et de l'audiovisuel, vous vous en êtes forcément rendu compte, l'industrie a un gros problème d'inclusivité. Prenons l'année 2019 par exemple. En Europe, 20% des films à peine étaient réalisés par des femmes. Quand on regarde dans le détail, on se rend compte que les personnages racisés ont 3 fois plus de chances d'interpréter un personnage de délinquant ou de meurtrier. Mais on a rencontré une asso qui agit concrètement pour faire bouger les lignes. On a échangé avec Kaname, fondateur de DV+, et avec les membres phares de l'association. Ils nous ont expliqué en quoi consiste leur projet. Alors DV+, c'est une association qui a été créée pour promouvoir la diversité et l'inclusion devant et derrière la caméra dans le monde du cinéma et de l'audiovisuel. Pour atteindre cet objectif, DV+ a créé un système de mentorat et organise des talks et des ateliers.
on a pu assister à une session d'initiation au cadrage. Vous n'avez pas nécessairement la possibilité d'avoir la caméra et les acteurs en champ de vision. Donc c'est pour ça que c'est important que tout le monde ait un bon retour. Assistant caméra et membres de l'asso, Taou et Mazarine leur dévoilent les coulisses d'un métier parfois difficile d'accès. Moi, ça m'a pris pratiquement 10 ans du moment où je suis sorti de la fac pour en vivre normalement et pas avoir de galère pour payer mon loyer. Enfin, moi, je sais qu'il y a 10 ans, j'aurais adoré avoir ce genre de structure. Il n'y a rien de plus terrifiant quand vous êtes jeune et que vous arrivez sur un plateau, que vous êtes la seule femme, la seule personne noire. Si quelqu'un vous fait une remarque, vous n'êtes pas sûr que vous aurez quelqu'un qui vous soutiendra face à la personne qui vous a fait cette micro-agression ou cette remarque carrément raciste ou sexiste. C'est agréable du coup de pouvoir transmettre à des personnes qui n'ont pas la possibilité de le faire parce qu'elles sont catégorisées. Ça m'arrive souvent de faire des renforts sur des films où, à part des mecs de la Sécu, je suis la seule personne noire sur une équipe de 150 personnes. Donc, je vois pas comment ça peut encore arriver. Et c'est pas une faute de pas les trouver parce que des personnes qui sont intéressées même pas qu'en images, qui sont intéressées par le monde du cinéma, il y en a et c'est juste qu'il faut chercher un peu plus. Ok, du coup, alors, on a vu le début là du reportage. Comme vous expliquez, donc là on a vu un peu un atelier, donc c'est un atelier cadrage avec Taou et Mazarine. C'était un atelier sur les retours vidéo. Ah, les retours vidéo, on a marqué cadrage. Parce que, il me semblait qu'il y avait aussi une notion de parce voilà. que c'est justement, pour le coup, ils avaient voulu faire cet atelier parce que c'est une des premières choses qu'on te demande de faire quand tu es assistant caméra. Quand tu arrives sur un plateau, c'est de savoir brancher des retours, que l'équipe ait des retours vidéo, etc. Et en fait, c'est tellement différent justement du cadrage, de la lumière quand on a envie de devenir chef-op, que souvent, il y a beaucoup de personnes qui sont perdues. Et donc là, c'était une manière de faire ça tranquillement avec des personnes qui commencent et on va vous montrer comment ça se passe. C'était une super initiative de Taou. Ouais, et puis c'était hyper pédagogique. Je me rappelle, ils ont vraiment montré des schémas parce que c'était hyper compliqué en fait quand tu arrives dans le milieu. Parce que du coup, en école, il n'y a pas vraiment de cours en fait pour apprendre ça. Alors, je sais pas, je voudrais pas dire de bêtises. Moi, j'ai pareil, pas fait d'école de cinéma. Je voudrais pas dire non, mais alors, peut-être que si. Je sais que les retours vidéo, en tout cas, c'est comme dit Paloma, quelque chose qu'on fait assez tôt dans le métier, mais que beaucoup ne s'attendent pas à faire. En fait. On s'attend à manipuler la caméra, à l'accessoriser, à faire les batteries ou quoi, mais c'est souvent assistante vidéo, je connais plein de gens qui n'étaient pas prêts à le faire, donc l'idée, c'est dans cette même idée de faciliter l'accès au travail, c'est de permettre d'avoir de la pratique qui ne soit pas dans le stress d'un tournage, en fait, parce que c'est quand même souvent en flux tendu, on n'a souvent pas assez de temps pour tourner, on a souvent des horaires comme ça assez ramassés. Donc, je connais plein de gens qui ont appris, par exemple, le métier d'assistant vidéo sur le tas. Oui, et l'idée, c'est de pouvoir le faire dans un truc un peu plus relaxé. Donc ça m'étonnerait, mais bon, je vais pas m'avancer là-dessus. C'est ce que je vous ai demandé, mais en vrai, je le sais déjà, parce que je crois que dans la vidéo, on voit quelques élèves qui témoignent, et on a Diaba qui nous disait, par exemple, qu'elle est en école de cinéma, et qu'elle n'a jamais eu de cours, en fait, pour faire ça. Et qu'il y a très peu, en fait, ça dépend des écoles, mais elle faisait très peu de pratique, c'était beaucoup de théorique, donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, là, je suis sur mon monologue. Mais, on écoute... avec passion, c'est super intéressant. Moi, le chiffre qui m'a vraiment marqué là dans l'extrait qu'on a vu, c'est les 20% des femmes réalisatrices de films. Enfin, on le sait, on est dans un média quand même féministe, donc on est au courant, mais c'est toujours quelque chose qui me choque et je voulais savoir vraiment si vous, dans votre quotidien, quand vous travaillez, c'est quelque chose que vous constatez, le manque de femmes derrière la caméra, du coup. J'ai envie de dire que moi, j'ai la chance d'arriver à un moment où c'est quand même en train de basculer, plutôt de s'équilibrer. Et je dirais que quand j'ai commencé en tant qu'assistante, j'ai rencontré très peu de chefs opératrices femmes. Enfin, j'en cherchais. Enfin, justement, je me disais, j'avais envie de travailler moi aussi avec des femmes. Beaucoup d'assistantes caméra. J'en avais peu vu dans les équipes électro, machinaux. C'était des exceptions. Et c'était aussi, ça que je trouvais dérangeant, noté comme exceptionnel. Donc, c'est la femme. Voilà, c'était la machiniste, la fille électro qui porte des pieds, un peu comme le dit la jeune fille, là, où effectivement, oui, ça fait... Peut-être c'est lourd, et peut-être qu'on va demander de l'aide, mais on n'est pas obligé de soulever cette différence de genre. Oui, ça ne doit pas faire partie non plus des critères. Voilà, c'est ça. Et
Et heureusement, moi, je sais pas, maintenant, moi, je suis assez optimiste quand même dans nos métiers, et notamment en plus quand on voit tout le travail qu'on fait avec DV+, et l'enthousiasme que ça génère et tout. Et moi, en tout cas, dans mes équipes, je m'entoure de plus en plus de femmes. J'ai l'impression quand même qu'il y a de plus en plus de femmes qui arrivent aussi à se faire un nom, à se faire, comment dire, à être légitime et être acceptée, et tant mieux. Enfin, en tout cas, moi, j'encourage, j'en recommande, si je peux pas faire quelque chose, un travail, j'en recommande aussi bien des femmes que des hommes pour me remplacer. Enfin, voilà, ça bouge. Et pour la réalisation, je pense que c'est quand même un peu la même chose. Oui, j'ai l'impression, que ce soit pour la réalisation ou tout ce qui est poste de chef de poste sur les plateaux, c'est quand même en train de bien évoluer positivement selon moi. On retrouve de plus en plus de femmes, de diversité de façon générale dans les postes à responsabilité sur les plateaux. Moi, je pense que même sur les postes techniques plus, on va dire, comme opératrice Steadicam, on fait un talk demain, par exemple, avec DV+, où on reçoit justement 5 opératrices Steadicam, qui était un métier traditionnellement très masculin jusque-là. C'est ce système, Mal l'expliquera probablement mieux que moi. C'est ça, mais c'est ça, avec le harnais, les poids pour avoir une caméra bien stable. Machine, qui est super lourd, du coup, j'imagine. Savoir opérer, c'est vraiment très spécifique. C'est des opérateurs spécialisés et des opératrices. Et ça, pour le coup, c'est effectivement aussi un métier où jusqu'ici, qui était quasiment exclusivement c'était très très masculin. Et de plus en plus, c'est chouette parce qu'il y a d'une part des envies d'opératrices de faire ce métier, et surtout la technique qui s'adapte enfin à ça, c'est-à-dire que du coup le harnais... Ce qui était fait pour les hommes aussi, plus j'imagine. C'est ça, qui sont plus pensés. On va pouvoir s'adapter, et c'est pareil pour d'autres systèmes en caméra, où quand on a besoin de se soulager, de porter la caméra, il y a des choses qui sont un peu modifiées là, au cours des dernières années, et à force de demander justement en tant que femme le petit harnais ou le harnais comme ça, ça commence à faire un peu évoluer les choses. On n'est pas encore sur une vraie équité, mais bon, voilà, moi je me dis qu'il faut encourager, et surtout donner envie à plus de femmes de faire ce métier. C'est ça, et puis il y a des mouvements intéressants qui vont dans le sens d'encourager justement la place des femmes dans le cinéma. On a quand même un retour en grâce, on va dire, d'Alice Guy, par exemple, qui est une des premières réalisatrices de l'histoire du cinéma, qui a inventé énormément de procédés cinématographiques qui avaient été oubliés pendant une centaine d'années, qu'on est en train de redécouvrir aujourd'hui. On est en train de reprendre conscience du fait qu'en fait les réalisatrices existent depuis un moment, et d'accepter à nouveau leur présence et leur pensée dans le cinéma français, en tout cas. Je pense que c'est quelque chose qui est en train d'évoluer positivement. Parce que du coup, on parle de Paloma et de ton entrée un peu dans le milieu, mais toi, Nathan, est-ce que quand tu es rentré un peu dans le milieu de la réalisation, ça t'a frappé ce manque de diversité aussi quand même, ou Oui, absolument. Pas forcément, Moi, en plus, je viens de banlieue à la base. Ça n'a pas été évident pour moi d'arriver dans le milieu, parce que je connaissais personne, parce que j'étais banlieusard, et qu'à l'époque du collège, du lycée, on m'a un peu découragé de l'idée de faire du cinéma, parce qu'on me disait que c'était quelque chose qui correspondait pas à un milieu populaire comme le mien, et que ça allait être compliqué d'aller à Paris, de trouver les écoles très parisiennes aussi. Voilà, c'est ça. Donc moi, j'étais très vite sensible à ça, parce que je suis arrivé dans ce milieu, et en fait, ça ressemblait pas au niveau de la population, et au niveau même socio-économique, ça correspondait pas à ce que j'avais connu moi en termes de diversité, en termes de vie. Donc j'étais assez surpris par énormément de réflexions, tantôt misogynes, racistes, homophobes. Enfin, j'étais assez choqué de ça, et en fait c'est quelque chose que vite j'ai voulu faire bouger, mais en même temps on se pose aussi la question de si je commence à trop l'ouvrir, j'aurai plus de boulot. Donc au début on se sent très seul. Quand on commence à avoir un peu sa place et que ça commence à aller, moi je me suis dit c'est le moment aussi maintenant d'aider d'autres. Moi j'ai eu quand même de l'aide, j'ai pas galéré tout seul pendant 10 ans. J'ai reçu justement beaucoup d'aide, j'ai eu mes propres mentors, et l'idée après c'était justement d'à mon tour transmettre et de vouloir donner au cinéma l'image que je veux, en fait, et d'encourager ça, effectivement. Donc
Donc DV+, c'est arrivé au bon moment pour moi et pour plein de gens, je pense, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y avait de l'attente. En fait, la diversité commence à arriver, mais pour plein de gens, ça n'arrive pas assez vite. Et pour plein de gens, c'est aussi définir ce qu'est la diversité, aussi, qu'est-ce que ça veut dire, comment on l'envisage, qui est-ce que ça inclut, est-ce que ça inclut tout le monde. Enfin, c'est plein de questions que beaucoup de gens, je pense, se posaient. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a quand même un enthousiasme assez fort avec DV+. C'est cet élan en fait que beaucoup attendaient et dont pas mal de gens ont envie d'y participer, quoi. Je me suis complètement éloigné de la question, mais... Non, pas du tout, c'était très intéressant. Et puis, je pense que je vais carrément mettre dans le chat, d'ailleurs dans le chat, n'hésitez pas à nous dire si vous ne nous entendez pas trop ou s'il y a un problème, voilà. Je vais mettre l'Instagram de DV+, en fait, parce que je me dis, si jamais il y a des gens qui sont intéressés, qui regardent, qui veulent même s'inscrire, ou parce que on va en parler juste après, mais du coup, peut-être pendant que je fais ça, vous pouvez peut-être nous expliquer, parce qu'on a vu des ateliers, mais ce que c'est exactement le mentorship, vraiment le principe pour les gens qui ne connaissent pas du tout. Alors, le mentorship, c'est une des actions qu'on met en place avec DV+, qui se destine aux jeunes membres de l'association qui ont envie d'accompagner des professionnels donc, qui sont déjà un peu plus installés, on va dire, dans le métier, sur des tournages, pour être vraiment sur des plateaux et voir concrètement comment ça se passe un tournage et pas en tant que stagiaire, c'est-à-dire pas avec toutes les petites tâches justement qu'on peut donner à un stagiaire qui finalement éloigne peut-être si c'est pour faire un mentorship avec un ou une chef opératrice, éloigne de cette personne parce qu'il est occupé à faire plein d'autres choses. Là, c'est plutôt lui proposer justement d'accompagner le professionnel ou la professionnelle sur une durée de tournage, donc ça peut être une journée, ça peut être plus long. Ça peut même prendre la forme de plusieurs mois et plusieurs tournages. Et d'être là en observateur, principalement, observatrice, de poser des questions, de prendre des photos, de prendre des notes, et vraiment d'essayer d'échanger avec la personne qui l'a choisi en tant que mentor, et aussi avec le reste de l'équipe. Voilà. Après, ça prend plusieurs formes. C'est-à-dire que chaque professionnel dans l'association peut proposer un peu sa manière à lui de faire le mentorship. Moi, jusqu'ici, je l'ai fait sur un tournage à chaque fois, que ce soit pub ou clip ou de la fiction aussi j'ai fait. Et c'était des tournages courts et c'était vraiment avec des mentees, comme on les appelle, qui avaient encore très peu d'expérience. Et qui même, justement, par exemple, typiquement, les retours vidéo, ils ne savent pas trop ce que c'est, assistant caméra, qu'est-ce que ça implique. Il y a tout un vocabulaire et plein de termes, en fait, qu'on découvre. Une équipe de tournage en action, c'est pas pareil que dans la théorie. Oui, que la théorie, exactement. Et donc, je les invite très fortement, si par exemple, ils ont envie de suivre plutôt la partie caméra, d'aller aux essais caméra aussi. Donc c'est vrai que moi j'implique vachement les équipes aussi, c'est-à-dire j'explique qu'il va y avoir un ou une mentee sur le tournage, merci de bien répondre à ces questions, d'être sympa. De ne pas l'ignorer. Donc généralement tout se passe très bien et justement il y a les équipes avec qui je travaille ont aussi cette envie de partage et de transmission, donc c'est super. Et voilà, et après c'est aussi, de toute façon, ça implique quelque part un suivi par la suite, parce que bon, je sais qu'il y en a qui me recontactent après, peut-être une fois que le projet est sorti aussi, pour me poser telle question, mais du coup, je me rappelle plus, tu avais fait comment pour tel plan, etc. Ou alors si pour un tournage à eux, un petit tournage à eux, ils ont des questions. Ça permet vraiment de se construire un réseau, quoi. Ça commence un premier lien avec une personne. Et ça permet de lui montrer comment se passe un plateau. Et d'autres, le Kaname par exemple, il a fait des mentorships sur des plus longues durées. Donc là, notamment sur Top Boy, du coup, série Netflix. C'était pas sur tout le tournage, mais quand même, c'était, je sais plus combien de temps, c'était peut-être un mois ou un truc comme ça. C'était une bonne période. Et donc, et d'autres, là, on a eu des demandes aussi de mentorship pour accompagner sur quelques mois et donc sur plusieurs tournages. Enfin, vraiment, on est ouvert à toutes ces possibilités. C'est juste garder cette logique de partage, de transmission, de conseils, d'observation et pas de stagiaires, quoi. Les mentees, ils font partie aussi de DV+. Oui. Les mentors et les mentees. Ok. Ouais, et c'est combien de personnes en tout ?
qui est membre de l'association? Et ben là, on est en pleine restructuration vraiment administrative. Donc on est un peu C'est vrai que ça va changer. Là, on est dans entre-deux, mais avant, cette restructuration était un peu plus de 300. Là. Ouais, sur le Discord, les membres, du coup, avant l'adhésion payante, on est toujours autour de 300. Et là, on met en place l'adhésion payante. Ça commence à... Je commence à se remettre dans les chiffres précédents, mais ouais, on est en transition vers une nouvelle forme, justement, pour proposer des actions plus efficaces, parce que l'accès était gratuit jusque-là. Là, on a fait une adhésion payante pour pouvoir proposer des actions plus ambitieuses. Pour en revenir au mentorship, l'idée, c'est aussi dans le même ordre d'idée que les ateliers, c'est de détacher l'apprentissage des métiers du cinéma du stress des plateaux. Donc justement, là, ils sont des mentees dans une situation où ils peuvent apprendre dans la bienveillance, où justement, que ce soit quand c'est Paloma, la chef de poste, qui les met sur le tournage. Pour réalisation aussi, il y a des mentees du coup qui... Pour tous les départements, tous les postes, c'est possible. Après, DIV+, c'est... beaucoup d'actions en fait vont venir de l'initiative des membres eux-mêmes. En fait, le reportage, l'atelier qu'on voit de Tao, c'était une idée de Tao, et la boîte de loc RVZ a mis à disposition une salle et du matériel. C'était déjà super sympa de leur part, mais c'est vraiment beaucoup d'actions en fait qui viennent de l'initiative des gens. Donc en fait, si on a quelqu'un qui est réalisateur ou si on a une chef élec qui a envie de proposer un mentorship, si c'est possible, en fait, souvent c'est vis-à-vis de la prod que ça se fait. Donc ça peut concerner n'importe quel poste. Moi, si j'ai un tournage et que je peux prendre un mentee, je le ferai évidemment. C'est vraiment je pense qu'on est nombreux et nombreuses à se réunir derrière l'idée de transmettre nos connaissances, en fait. Donc, même n'importe quel poste. Ouais, de pas et tout garder le monde les y participe, fermées, en fait. Sur un mentorship à la caméra, il n'y a pas, comme Paloma l'a dit, il n'y a pas que Paloma qui va apprendre, en fait. C'est aussi les assistantes, c'est aussi les autres membres du département caméra qui vont participer à l'apprentissage, quoi. C'est vraiment quelque chose qui se fait à plusieurs, et toujours dans une idée de bienveillance, essayer de rendre les plateaux quand même, c'est bon, j'imagine que ce sera toujours plus ou moins stressant de faire du cinéma parce que c'est passionnant, mais l'idée c'est quand même d'essayer d'assainir les choses, de rendre ça quand même plus bienveillant. Moi, c'est vraiment... puis de voir des cas concrets. Je sais que je me permets juste, parce que dans le chat, ils disent que vous êtes audible, il faut se rapprocher un tout petit peu du micro. Et on aussi, n'a pas l'habitude, pardon. ils ont dit merci Nathan pour ce retour, donc quelqu'un est content de prise de parole, je trouve ça super intéressant. Merci beaucoup. Donc vas-y, tu peux y aller, désolée, je suis plus près. Je sais plus ce que je veux dire. Pour le mentorship. Oui, que des fois, ça va être... par exemple, pour des choses assez concrètes, ou je vais avoir un tournage où il va y avoir quelque chose de très particulier, je sais pas, un plan séquence ou Steadicam, donc je me dis que ça peut être intéressant justement pour un ou une mentee qui a jamais vu ça, et du coup, peut-être quelqu'un qui s'intéresse particulièrement au métier de Steadicam opérateur, quoi, de venir. Donc j'explique, là, il va y avoir tel tournage. Et après, c'est pareil, chacun fait un peu à sa façon. Moi, du coup, je reçois des messages en privé, et je regarde un peu la motivation. Ça passe donc pour postuler, si on veut rentrer sur un tournage, ça passe sur le Discord de Divé. C'est ça, ouais. C'est du coup qui est accessible qu'aux membres. Et donc l'annonce passée par le professionnel, quoi. Et ensuite, vous arrangez, voilà. Vous voyez comment ça peut se passer. Moi, j'ai une autre question. Moi aussi, mais vas-y. C'est juste c'est la dernière question sur le plan d'IV+, et puis après, si tu veux. Non, je me demandais si, en tant que mentee, ensuite, les personnes pouvaient le mettre sur leur CV, que ça avait une légitimité auprès de du monde du cinéma. Écoute, moi, je les invite à le faire. Après, je ne me rends pas compte à quel point ça a une légitimité, mais c'est tout à fait possible, oui. Ok. Parce que c'est plus ou moins une courte durée, donc effectivement, mais ça veut quand même dire que la personne a pris l'initiative de contacter des professionnels, a déjà vu des plateaux, donc c'est pas inintéressant. C'est pas anodin, non, effectivement. Oui, c'est vrai. Et vous suivez un petit peu les gens après dans leur carrière professionnelle pour savoir s'ils s'en sortent, vous leur donnez peut-être des contacts c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi en tout cas je suis complètement ouvert une fois que justement il y a eu une première rencontre, un premier contact, etc. Si la personne a envie de me contacter pour des questions, pour quoi que ce soit,
Bien sûr, après c'est vrai que maintenant ça commence à faire plusieurs... Il commence à avoir beaucoup. beaucoup d'événements, donc je peux difficilement suivre tout le monde, mais en tout cas, oui, quand même, il y a forcément une rencontre qui a eu lieu, donc après on est un peu plus attentif. Et puis les mentees sont des membres de l'asso en fait, donc on est amené, c'est ça. Le but c'est aussi que ce soit quand même une forme de réseau, même si c'est pas la seule intention. C'est quand même d'avoir un réseau dans lequel justement après on puisse rester et travailler ensemble. Nous, ce qu'on aime beaucoup voir là, c'est que les plus jeunes qui ont appris donc via les mentorships, qui apprennent via les ateliers ou via les Divé Talk, ce qu'on aime voir là, en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives des jeunes de l'asso là pour travailler eux ensemble, se trouver des idées. Il y a eu déjà des réunions pour écrire un film ensemble. Enfin voilà, il y a plein de jeunes qui veulent créer une identité aussi esthétique, artistique et faire des projets d'IV+. Donc je pense que ça peut aussi donner ça, les mentorships, ce suivi-là. Il existe déjà de fait, parce que tout le monde est sur le Discord, parce qu'on continue, parce qu'on se voit aussi des fois juste pour boire un verre et justement discuter, se rencontrer, parce qu'il y a plein de gens aussi qui sont souvent en tournage, donc qui n'ont pas beaucoup l'occasion d'être présents pour les talks ou pour d'autres actions. Ils peuvent être dispo 1 heure un vendredi soir, donc dans ce cas-là, on va boire un verre à plusieurs. Justement, ce qui a été montré dans le reportage. On n'a pas forcément le temps de tout montrer, mais j'allais en parler. Donc il y a aussi des apéros un peu d'IV Talk, enfin d'IV+, comme tu disais, et on n'a pas parlé des talks encore. Oui. Si vous voulez un peu en parler, et même revenir, j'allais dire, parce qu'on a parlé tout à l'heure du fait qu'il y ait peu de femmes aussi dans le monde du cinéma, dans les techniciennes, même du IV Talk que tu avais fait sur la maternité dans le cinéma, pour les techniciennes, si vous voulez y aller. Alors oui, donc les talks, c'est aussi un de nos points forts de l'association, c'est proposer mensuellement un sujet, une thématique et des intervenants et intervenantes pour discuter autour de ces sujets-là. Et donc maintenant, on a pris la forme plus uniquement de podcast. Le prochain, justement celui de demain, ça va être... une rencontre plutôt podcast qui va être filmée comme nous ici. On prend exemple en fait. Copiez-nous, il n'y a pas de souci. Et ensuite, on va revenir peut-être plus ponctuellement sur une forme avec public. Et donc, on a fait plusieurs sujets déjà jusqu'ici. Il y a eu celui sur la maternité, mais j'avais fait aussi un sujet sur les femmes dans justement la branche électricité, dans la branche machinerie, comme si c'est des métiers qui sont un peu moins mis en avant, un peu moins connus, etc. Et pour le talk maternité, donc ça c'est effectivement un talk, un des sujets qu'on avait envie d'aborder quasiment depuis le début aussi au sein de l'association. Et Kaname, lui, est très proche d'une chef opératrice qui s'appelle Elodie Tatane, qui a eu un enfant récemment, qui en avait déjà eu un il y a plusieurs années, donc avait vraiment l'expérience de comment c'était il y a 10 ans et puis comment c'est récemment. Parce que ça a évolué beaucoup au niveau des congés maternité. Alors, congés maternité, le regard des autres, justement, pouvoir en parler, pas en parler, etc. Et moi, pareil, j'ai eu cette expérience assez récemment, donc du coup, j'ai pu voir de mes propres yeux comment ça se passait, on va dire, une grossesse dans le milieu de l'audiovisuel et à mon poste de chef opératrice. Et donc, voilà, c'était super. On a eu pas mal de monde qui était là dans le public, beaucoup d'attentes ensuite de la diffusion du podcast. Et pour le coup, moi je sais que dans mon entourage, j'ai l'impression que c'est un sujet que les gens ont envie d'entendre et de réentendre. Il y a aussi un collectif qui s'appelle Femmes à la caméra, dont je fais partie, qui avait fait une table ronde qui s'appelait Carrière et maternité. Sur du coup les mêmes sujets, alors j'ai pas pu y assister, mais bon, c'était tout aussi intéressant. Et je sais que moi je leur avais dit il faut faire ça tous les ans, et moi j'ai envie de refaire aussi un talk pour continuer de parler de ce sujet-là et de parentalité en général, justement de faire parler aussi les pères, enfin bien sûr. les conjoints, pas que les mères. Et voilà. Non mais oui, c'était... Non, mais... Un an après. Mais oui, moi, en vrai, tous nos sujets, on pourrait les réaborder. On peut revenir dessus. Comment ça va maintenant? Toujours mal sur ce que tu nous as dit il y a un an. Comment ça se passe
Et là c'est un peu l'idée, surtout quand on n'était que deux à intervenir, donc il y avait Elodie et moi, ça reste, et on n'a pas arrêté de le répéter pendant le talk, des expériences tellement subjectives et tellement personnelles qu'on ne peut pas parler en général, donc du coup ça donne envie de discuter encore avec d'autres personnes, avoir d'autres témoignages. Ouais, c'était un sujet super intéressant. En tout cas, je sais que quand tu nous en avais parlé dans l'interview, je me suis dit que ça avait... il y avait tous les sujets que vous avez abordés en podcast. C'est qu'on a aussi parlé de l'homophobie dans le milieu du cinéma. Il y a eu plein de sujets hyper cool. Et comme j'ai mis le lien dans le chat, normalement, les gens peuvent aller sur Instagram. Je crois qu'il y a le Linktree avec les podcasts. Les podcasts sont sur Spotify, il y a tout sur la page Instagram. Ils pourront retrouver. Ouais. Les Divé Talks, ce sujet-là en particulier, c'est vrai qu'en plus, ça avait beaucoup intéressé, mais de façon générale... En fait, les Divé Talks, ça nous permet d'exprimer un peu la pensée Divé+, et de partager un peu les valeurs qui nous réunissent. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est une discussion à chaque fois, donc avec plusieurs personnes, en général une ou deux personnes qui vont présenter et au moins deux invités. Et c'est pas tant une plateforme de débat, parce qu'on n'a pas vocation à devenir CNews ou Pascal Pro ou quoi que ce soit. C'est pas un truc pour lequel on a envie de se rentrer en confrontation, mais plus de partager, toujours dans la même idée de bienveillance, des idées, des parcours de vie, de mettre en parallèle ce qu'on va faire par exemple demain avec les opératrices Steadicam. Là, on en a 5 qui viennent demain, qui sont de plusieurs générations. Donc, on en a qui font ça depuis plus de 10 ans. On a même la première opératrice TED en France. Et on a des personnes qui ont commencé plus récemment. Donc c'est mettre en parallèle ces parcours, ces cheminements-là, pour voir ce qui les distingue et ce qui les réunit. Et les évolutions dans le métier. Et les évolutions, et voilà, donc c'est donner ces perspectives, ces parcours de vie, ces expériences professionnelles, et partager aussi les idées qu'il peut y avoir pour le cinéma de demain, dans le but d'encourager des jeunes, encore une fois, hein, c'est toujours ça. Et j'ai envie de dire comment aborder des sujets qui sont peu justement abordés. Ça, évidemment. C'est l'occasion. Et nous, au contraire, on arrive avec nos petites listes là, de sujets, on va mettre les pieds dans le plat et on va inviter des personnes qu'on apprécie et on va en parler parce que justement, notre but, c'est d'aborder tous ces sujets. D'aborder tous ces sujets, que ce soit des sujets moins tabous, qu'il y ait une plus grande liberté. De visibiliser tous ces combats-là. C'est ça. C'est vrai que j'insiste beaucoup sur le fait de transmettre ça aux jeunes, mais c'est aussi l'idée de transmettre aux gens qui sont déjà dans le cinéma, des gens de la génération au-dessus de la mienne, par exemple, des gens de plus de 50, 60 ans. Qui ont peut-être des idées reçues beaucoup. Contribuer à tout ce qu'on appelle la déconstruction, quoi, d'en apprendre sur le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et il n'est jamais trop tard pour apprendre et pour évoluer, pour faire évoluer une pensée. Donc nous, ça s'adresse vraiment à tout le monde. C'est intergénérationnel, l'IV+, de toute façon. On peut tous apprendre. Sur le mentorship, quelque chose que j'ai aussi beaucoup entendu, c'est quand même que les mentors apprennent aussi en fait des mentees pas mal de choses. Donc nous, ce qu'on veut de toute façon, c'est de l'échange, c'est du partage pour tout le monde. Dans le chat, là, il y a quelqu'un qui nous a dit « meilleure association pour la transmission ». Et c'est quelqu'un qui n'a jamais parlé dans le chat, donc bonjour déjà. Et voilà, donc du coup, c'est super, merci. Ça intéresse. Mais il est temps de peut-être rejoindre du coup Divé+. Vous disiez qu'on pouvait trouver toutes les infos dans votre Linktree sur Instagram. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de vous retrouver aussi ? Pour l'instant, sur Instagram, on est surtout présent là. C'est un peu la simplicité pour nous, c'est la visibilité, pouvoir partager aussi très facilement. Il y a un site internet ? Non, pas encore. Non, ok, on bientôt. se penche un peu sur la question, mais pareil, toujours pour avoir des liens et puis justement peut-être les podcasts plus faciles d'accès, etc. Mais non, pour l'instant... Dans le Linktree, après, il y a tout, donc les gens, n'hésitez pas à aller. Super. On a une question du chat, juste, de Lupino, 75 899, qui dit « L'association prend des gens à partir de quel âge ?» N'importe. Il n'y a pas d'âge. Okay. À partir du moment où vous êtes prêt à travailler. C'est un bon critère. Je ne sais pas quand c'est. Moi, j'ai commencé à 16 ans le cinéma, donc je ne sais pas, 16 ans. Voilà, je pense que ça répond à sa question. Je crois qu'on va passer à nos autres sujets. Oui, Paloma doit nous quitter, c'est ça. Donc, je crois que nous sommes dans les temps. Tu peux filer. C'est très vite. Mais oui, c'était très, très intéressant. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Et si on veut en savoir plus, je crois qu'on en sait même plus que dans notre reportage maintenant. Il y a eu d'autres infos, je pense que forcément, on n'avait pas pu aborder parce qu'on n'était pas toujours dispo, etc. Une des actualités qu'on a qui est très chouette, c'est
c'est qu'on va être au micro-salon le 9 et 10... c'est ça, 9 et 10 février. 9 et 10 février, donc c'est au Parc Floral. Et on a été invité par le micro-salon qui est organisé par l'AFC à avoir un petit stand, donc on va être bien visible. Super. On est justement là pour répondre aux questions du monde clairement professionnel de côté caméra, image, qui vont être là, qui vont pas forcément nous connaître, ou alors qui nous connaissent via les réseaux et qui ont des questions. On va même avoir un petit temps de conférence aussi, on va pouvoir se présenter. Trop cool. Donc on est vraiment très contents. Donc le 8 et 9 février. Voilà. 9 et 10. 9 et 10. 9 et 10 février. Très bien. Le 8, c'est l'installation. La semaine prochaine, du coup. Voilà, donc s'il y a des personnes qui vont au salon, on y sera. Voilà, si ces personnes-là veulent en apprendre plus ou discuter, échanger directement avec nous, cette fois-ci, ça pourra éviter de passer uniquement par les réseaux sociaux. Mais sinon, c'est essentiellement sur Instagram. Pour résumer, si jamais il y a des personnes qui veulent rentrer dans l'association, donc c'est Instagram, le Linktree, et on a un formulaire de préinscription où en fait on pourra apprendre un petit peu à connaître d'abord les personnes qui ont envie de participer à la vie de l'association. Il y a pas mal de questions sur la motivation, sur les valeurs, etc. Voilà. Et après, on valide ou non. Et on répond à tout le monde. Et on répond à tout le monde. On met des fois, on met un peu de temps, mais on répond à tout le monde. Il y a l'accès se débloque. Le chat est super content. Ils ont hâte de vous rencontrer, donc c'est trop cool. On se voit le 9 alors. Merci. Super, merci Paloma d'être venue. On va garder Nathan du coup. Voilà. Nathan, si tu veux échanger avec nous sur les autres sujets qui arrivent. Avec grand plaisir, Voilà, on va se décaler un peu comme ça, on prend. Bien sûr. Ouais. On va notamment parler dans la suite de... on fait une petite photo. Les backstage. Voilà. Vous n'avez pas vu ça à l'écran, mais Paloma a dégainé son téléphone. À bientôt, Paloma. Dans la suite de cette émission, on va parler du Green Impact Index. C'est un indicateur développé par le groupe Pierre Fabre qui permet de mesurer l'impact sur la planète et la société des produits cosmétiques. Je ne vous en dis pas plus et je laisse la parole à Sophie. Merci Marie-Stéphanie. Oui, en effet, la semaine dernière, on a sorti une vidéo au format concrètement sur le compte Instagram de Mademoiselle. Donc pour les gens qui nous suivent assidûment, ce que j'espère, concrètement c'est un format bimensuel de Mademoiselle qui dure 1 minute 30 et qui décrypte l'actualité aussi bien chaude que froide. Et son objectif donc c'est de vulgariser l'information et la rendre plus accessible. Et donc on en a fait un sur ce sujet-là, le Green Impact Index. Qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est un indicateur qui a été mis au point par le groupe Pierre Fabre. Donc le groupe Pierre Fabre, c'est des marques comme Aven. D'ailleurs, j'ai un produit Aven juste à côté de moi. Adarma aussi. Et beaucoup d'autres, en fait. Et elles ont pour point commun d'être quasiment toutes fabriquées près de Toulouse, donc dans le sud-ouest de la France. Voilà. Et maintenant, de valoriser le Green Impact Index. Donc je vais revenir sur exactement qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, etc. un petit peu plus tard. Je voulais juste vous faire un petit historique du groupe Pierre Fabre, en fait, avant de me lancer. Déjà, est-ce que vous connaissez, vous visualisez à peu près les marques que ça peut être Fabre, je viens du Tarn en partie, donc... On embrasse le Tarn. Ouais. Fabre, Pierre Fabre, c'est l'enfance pour moi. Okay. On a un connaisseur, c'est très pratique. Donc, tu as dû avoir des usines dans le paysage. Ouais, à Castres et tout. Ouais, c'est ça. À fond, ouais. C'est ça. Justement, en fait, Pierre Fabre a commencé à la base en 1951. Il a racheté une petite officine à Castres, c'est sa ville natale d'ailleurs. Voilà. Et il développe son premier médicament qui s'appelle Cyclo 3. À l'époque, qui est toujours commercialisé aujourd'hui à l'arrière de la pharmacie. Et en fait, c'est un succès commercial encore aujourd'hui, du coup. Et par la suite, 10 ans plus tard, il décide d'associer ses deux passions, donc la pharmacie et botanique. Et c'est comme ça que les laboratoires du groupe Pierre Fabre ont vu le jour, du coup, en 1962. Et aujourd'hui, le groupe Pierre Fabre, c'est un peu une success story à la française, il faut le dire. C'est 3 activités, c'est médicaments, santé familiale, dermocosmétique. C'est peut-être pour ça que vous le connaissez, vous, le plus, d'ailleurs. C'est 9600 collaborateurs dans le monde.
Donc c'est plutôt énorme. Ouais. Dont 5400 en France. Voilà. Ok, d'accord. Voilà. Donc ça fait travailler beaucoup de monde, notamment dans le Tarn. Ah oui, on les embrasse. C'est ça. Et du coup, c'est une commercialisation dans 116 pays. Donc voilà, c'est assez énorme. Et je pense pas que Pierre Fabre, à l'époque, quand il a décidé de lancer son petit cette pharmacie, s'est imaginé ça, ouais. Peut-être pas. Dans l'arrière de sa pharmacie. Exact. C'est ce qu'on peut appeler une success story. Oui, c'est carrément un exemple. Et du coup, le groupe Pierre Fabre a mis au point ce Green Impact Index, qui est un indicateur pour évaluer l'impact sur la planète et la société des produits cosmétiques. Est-ce que tu veux que je montre la vidéo peut-être avant Oui, vas-y. Comme ça, les gens voient un petit peu plus en visuel. Alors, hop, sur Instagram. Vous me dites dans le chat si vous entendez bien. J'espère que oui. Imaginez qu'il existe un indicateur capable de mesurer l'impact environnemental et social des produits cosmétiques, un peu comme le Nutri-Score le ferait avec les valeurs nutritionnelles d'un produit alimentaire par exemple. Eh bien cet outil, il existe déjà, il s'appelle le Green Impact Index et il a été mis au point par le groupe Pierre Fabre. Pierre Fabre, ce sont des marques comme Aven, Chlorane, Ducré ou Aderma et plein d'autres. Elles ont toutes pour point commun d'être fabriquées en France, près de Toulouse, et maintenant de valoriser le Green Impact Index. Mais concrètement, comment fonctionne le Green Impact Index ? Chaque produit est associé à une lettre, A, B, C ou D. Cette note est obtenue à partir de 14 critères environnementaux et 6 critères sociaux. Si le produit obtient une note de A ou de B, alors on sait qu'il est éco-socio-conçu. Pour la note environnementale, on va s'intéresser aux impacts sur l'environnement de la formule, de l'emballage, de la fabrication et du transport des matières premières. Et pour la note sociale, on va d'abord regarder le pays de fabrication du produit. On va ensuite regarder les certifications officielles obtenues. Est-il certifié bio? Provient-il d'une filière commerce équitable? Est-il vegan ou est-il origine France garantie? On va aussi s'intéresser aux engagements de la marque. Par exemple, est-ce qu'elle soutient des associations pour la protection de la diversité, qui luttent contre la précarité sociale ou pour un meilleur accès à la santé? Voilà pour la théorie. Voici maintenant comment cela se traduit en exemple. L'eau micellaire démaquillante d'Aven est notée A au Green Impact Index pour différentes raisons. D'abord, d'un point de vue environnemental, l'emballage est constitué à 87% de matière recyclée. La formule du produit est d'origine naturelle à 99%. Et au niveau social, cette eau micellaire est fabriquée en France dans une usine qui respecte les normes sociales les plus exigeantes. La marque Aven est engagée auprès de nombreuses associations, comme Euromélanoma pour la prévention des cancers de la peau, ou Pur Projet pour la protection des écosystèmes marins. Autre exemple, le sérum Biologie 3 en 1 à l'acide hyaluronique d'Aderma obtient lui aussi la note de A. D'un point de vue environnemental, son packaging contient des matériaux majoritairement recyclables. Sa formule est à 99% d'origine naturelle et la plante est issue de l'agriculture biologique. Maintenant, sur le plan social, les matières premières du sérum sont issues du commerce équitable. Et Aderma soutient plusieurs associations et projets, dont le projet d'agroforesterie climat local qui agit pour la plantation de haies champêtres. Si vous voulez en savoir plus sur le Green Impact Index, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez vous rendre sur les sites internet des marques. Plus de 3500 produits ont été notés. Et sur chaque fiche produit, vous trouverez l'explication de sa note. Vous pouvez aussi, et ça c'est tout nouveau, vous abonner au programme Beyond the Index sur Instagram et TikTok. Un programme hyper pédagogique qui vous révèle les secrets des cosmétiques sous l'angle de leurs impacts sur notre planète. Formulation, emballage, fabrication, bio, made in France et plein d'autres aspects. Et vous ? Dites-nous si vous êtes soucieux de l'impact des produits que vous utilisez sur la planète. Ok, du coup on a fini la vidéo, je vais remettre le chat. Le chat a dit qu'ils s'entendaient bien, donc c'est super, tu peux continuer. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Du coup, en fait, ça va faire redite avec ce qu'on vient de voir dans la vidéo, mais le Green Impact Index, du coup, a été inventé par le groupe Pierre Fabre, vous l'avez compris, pour évaluer l'impact social et environnemental des produits cosmétiques sur la planète. Et du coup, le score de chaque produit est évalué en fait à partir de 20 critères, donc 14 critères environnementaux et 6 critères sociaux, puis résumé en une seule lettre, A, B, C ou D, comme vous l'avez vu dans la vidéo. Donc en fait, visuellement, ça ressemble énormément au Nutri-Score, qui évalue les valeurs nutritionnelles des produits alimentaires. Et parce que vous allez vous dire, voilà, c'est une marque qui le fait, sachez que ça a été validé, la méthodologie de l'index est validée par AFNOR Certification, qui est un organisme qui est chargé de vérifier que les entreprises ne racontent pas de blabla, qu'elles ne font pas n'importe quoi. Okay. Voilà. Et donc quand on va en pharmacie, par exemple, on peut trouver, on s'est marqué sur le produit, c'est ça, directement? Oui, alors là,
Malheureusement, c'est des anciens packaging, mais ça a commencé à être, je ne sais pas si on voit, si vous avez le QR code un smartphone qui le permet, vous pouvez scanner le QR code et vous avez directement accès à la note de ce produit-là. Du coup, ça c'est les... Oui, on peut essayer. Et à terme, ça sera donc sur le paquet comme... On verra ABC. Comme le Nutri-Score, très bien. Alors... Exactement. Ça s'affiche sur son téléphone. Effectivement, ça s'affiche sur mon téléphone. Personne. La preuve est là. Ça marche bien. Il s'affiche. Ah mince, autoriser les cookies. Ah oui, voilà. Ok. Voilà, ça va s'afficher. Évidemment, vous pouvez aller sur les sites des marques directement sur la page produit. Oui, vous avez le Nutri-Score. On a le. Ouais. L'indicateur. Voilà, c'est ça. Vous pouvez aller sur les pages produits, évidemment, où vous aurez tout qui est développé, savoir pourquoi en fait ces deux produits sont notés A au niveau social, environnemental, qu'est-ce qui fait qu'ils ont une aussi bonne note, qui sont éco-sociaux conçus. Donc voilà, donc le contenu de la vidéo, vous l'avez vu finalement, où je présente Pierre Fabre, l'indicateur et les exemples concrets. Et tu as apporté les produits qu'on voit dans la vidéo d'ailleurs. Exactement. Ok, c'est ceux de la vidéo. C'est ceux de la vidéo, ouais. C'est ça. Alors, vous demandez, ok, c'est très bien, on a créé un indicateur, en fait c'est un double objectif. Donc d'un point de vue consommateur, pour nous, quand on achète des produits, ça nous sensibilise et ça nous permet d'acheter en faisant un choix éclairé qui est en accord avec nos convictions et de consommer du coup de manière plus responsable en tant que consommateur. Ça se voit directement en fait. Oui, non, ça va se voir directement. Après, évidemment, vous pouvez du coup scanner sur les packagings pour vérifier. Et de l'autre, du coup, pour l'entreprise, ça a aussi un intérêt, puisque ça guide les chercheurs et les formulateurs pour diminuer les impacts écologiques et sociétaux des produits sur la planète, finalement. Voilà, mais c'est pas tout ce que le groupe Pierre Fabre a fait, en fait, quand ils ont décidé de lancer le Green Impact Index, ils se sont dit on va aussi mettre en place un programme pédagogique dont j'en fais légèrement référence dans la vidéo. Il s'appelle Behind the Index. Excusez-moi pour mon accent anglais. Behind the Index. J'ai mis le lien dans le chat normalement. Voilà, vous trouverez le lien dans le chat. Et en fait, c'est un programme pédagogique accessible sur Instagram et sur TikTok. Normalement, vous aurez aussi les liens dans le chat. Ouais, j'ai tout envoyé, je fais bien mon travail. Merci beaucoup. On n'a jamais douté de toi, d'ailleurs. Ça fait tellement plaisir. Où en fait, voilà, ça vous révélera les secrets des cosmétiques sous l'angle de leurs impacts sur notre planète, et du coup vous saurez avec précision, vous apprendrez avec précision comment est fait un produit cosmétique, en fait, de sa formulation, de son emballage, fabrication bio, made in France, plein d'autres aspects. Voilà, ça prend vraiment tout en compte. Et vous aurez évidemment beaucoup de décryptage et d'infos chaque mois. Donc je vous invite vraiment à suivre les comptes Instagram et TikTok de Behind the Index. Yes, j'ai tout mis dans le chat, comme ça ils peuvent tout voir. Et si vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas à nous les poser. Sophie est là pour répondre. Exactement. Je ne sais pas si Nathan ou Marie-Stéphanie, vous en avez. Non, c'est extrêmement bien utilisé. Moi, je connais bien Aven parce que j'utilise. Donc... Très bien. Et je trouve ça super. J'espère que les gens vont l'utiliser parce que c'est assez utile de savoir quand même l'impact des produits qu'on consomme. Exact. Oui, parce que c'est vrai que c'est quelque chose auquel on essaye de faire attention, mais un peu chacun dans son coin. Là, il y aura vraiment un indicateur pour nous conforter dans notre choix. Oui, qui prend en compte plein de facteurs, voilà. Comme ça on sait que c'est déjà fait pour nous, en fait, on n'a pas besoin de faire de recherche. Et puis il y a un peu ce côté où la charge mentale ne repose pas que sur l'utilisateur. Donc c'est vrai. C'est plutôt chouette, ouais, c'est très bien pensé. Super, écoute, merci beaucoup Sophie. Avec plaisir, j'ai été un peu vite peut-être, mais... Non, mais comme il y avait la vidéo, je pense que ça a bien contrebalancé, c'était hyper clair. Et puis même s'il y a des questions après, en tout cas avant la fin de l'émission... S'il y a dans le chat, il n'y a pas de souci. Ça marche. Merci Sophie. Avec plaisir. On va parler du coup d'un sujet qui a absolument rien à voir avec le Green Impact Index, mais je ne sais pas si vous savez, hier soir, le Sénat a adopté un texte qui est en faveur de la constitutionnalisation de l'IVG. Est-ce que vous étiez au courant ? Moi, je ne savais pas. Ok.
Bon, voilà. Oui. Tu es plus au courant que moi. J'ai écouté les infos en préparant il faut lire mademoiselle.com. C'est vrai, il y a un article qui a été écrit à ce sujet. En fait, c'est vrai que la constitutionnalisation de l'IVG, on en parle beaucoup, surtout depuis juin dernier, et l'abrogation de Roe versus Wade aux États-Unis, qui était l'assurance constitutionnelle pour les Américaines d'avoir accès à l'IVG. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ça a provoqué une véritable onde de choc à l'international, et notamment en Europe, même si en Europe, le droit à l'IVG est assuré à peu près partout, sauf dans certains pays comme Malte, par exemple. Il y a quand même de très mauvais indicateurs de la préservation de ce droit partout en Europe. Comme en Pologne notamment, comme en Espagne. Donc en novembre dernier, des députés à l'Assemblée nationale ont proposé une loi pour constitutionnaliser le droit à l'avortement. Ça, c'était en novembre dernier. Je ne sais pas si tout le monde sait comment ça fonctionne quand on veut proposer un projet de loi. Il faut, surtout constitutionnel, en fait, il faut que et les députés et les sénateurs l'adoptent dans les mêmes conditions. Donc, c'est-à-dire à la virgule près, le même texte, dans les mêmes conditions. Il faut que c'est là où il y a le... Pardon, je t'interromps. C'est donc là où il y a un peu une navette entre les députés et le Sénat. Exactement, voilà, la fameuse navette parlementaire. Voilà, c'est ça. Donc, en novembre dernier, les députés ont adopté un texte qui était donc le suivant. Je vais vous lire exactement. Tu veux que je mette ton article tu peux mettre l'article. Alors ça concerne vraiment l'adoption par le Sénat hier soir. Pour remettre un petit peu dans le contexte, en novembre dernier, les députés ont adopté un texte qui prévoyait la formulation suivante. La loi garantit l'effectivité et l'égal accès au droit à l'interruption volontaire de grossesse. Et hier soir, le Sénat, donc contre toute attente, parce que, pour rappel, le Sénat est à majorité à droite, donc plutôt très conservateur. Rappelons que les sénateurs sont aussi beaucoup de messieurs vieux. Donc ceci explique cela. Mais contre toute attente, le Sénat a adopté un texte qui n'est pas le même que celui de l'Assemblée nationale. Donc, tu n'avais pas dit que du coup, même pas, c'est pas le même voilà, près. tu vas comprendre où je veux en venir. Le texte qui a été adopté hier par les sénateurs dit, donc tu peux descendre dans l'article en fait, il prévoit que la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse. Donc, petite subtilité, vous voyez que, en fait, les sénateurs ont changé tout simplement le mot droit par le mot liberté. Donc, ce qui s'est passé, c'est que hier soir, il y a eu énormément de réactions de la part de sénatrices en faveur de la constitutionnalisation de l'IVG, énormément de réactions de la part de militantes aussi féministes, qui du coup se félicitaient de cette victoire, de ce qu'elles ont appelé une victoire. Mais voilà, il faut remettre les choses un petit peu dans leur contexte. Comme vous l'avez compris, le texte n'est pas le même que celui adopté par l'Assemblée nationale en novembre dernier. Donc, on n'est pas sur un accord total sur ce texte. Et il y a une petite nuance. Je ne sais pas si vous la voyez. On parlait de liberté, de droit. À votre avis C'est pas inscrit dans la Constitution, du coup, j'imagine, ou d'une autre... un droit... Donc, c'est inscrit, mais avec le mot liberté. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas la même valeur. Nathan, est-ce que tu as... Non, je ne sais pas, j'avoue. Ouais. Je ne sais pas du tout. Alors effectivement, dans la hiérarchie juridique française, la Constitution prime sur la loi. Donc, c'est-à-dire que ce que la Constitution prévoit, la loi ne peut pas le modifier. S'il y a une loi qui est adoptée sur X ou Y sujet et qu'elle n'est pas conforme à ce que dit la Constitution, la loi doit être annulée. C'est-à-dire qu'on considère qu'elle est anticonstitutionnelle. Okay. Ici, dans la proposition des députés, on parle d'égal accès au droit à l'interruption volontaire de grossesse. Et le droit, la protection de ce droit, il se fait dans la Constitution. Donc là, on est vraiment sur la volonté d'inscrire l'accès à l'IVG dans la Constitution, qui serait du coup, l'IVG serait du coup totalement protégée. Ouais. C'est ça. En revanche, quand on parle de liberté de la femme à mettre fin à sa grossesse, on dit la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté. Donc ce qu'on entend par là, c'est que la loi va définir
que la femme a la liberté de mettre fin à sa grossesse. Mais ça ne dit absolument pas, déjà, que c'est un droit, et que ce droit est protégé par la Constitution. Et ensuite, on part du principe que c'est la loi qui va déterminer les conditions. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que les conditions peuvent être pas n'importe lesquelles, mais en gros, la loi veut dire qu'il n'y a pas de liberté? C'est ça. Okay. C'est-à-dire que après-demain, si on a un gouvernement d'extrême droite, ce gouvernement peut faire passer des lois qui réglementeront l'accès à l'IVG. Et là, on prend l'exemple de la Pologne, par exemple, où le droit à l'IVG est possible, l'accès à l'IVG est autorisé, en revanche, dans certaines conditions. Dans les cas de viol, dans les cas de viol, dans des cas d'inceste, il me semble aussi, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, dans des cas extrêmes. Donc c'est ça, en fait, la nuance qui existe, et la raison pour laquelle il est important vraiment qu'on constitutionnalise l'accès à l'IVG, c'est pour que, justement, à l'avenir, si on se retrouve avec un gouvernement beaucoup plus radical, on ne se retrouve pas confronté à des lois qui seraient promulguées et qui réglementeraient l'IVG. Si tu repassais sur la scène... Voilà, donc vous avez l'article, effectivement, qui a été publié sur le site de Mademoiselle hier soir. Il y a un autre article de décryptage qui va arriver cet après-midi, si le sujet vous intéresse, et qui explique vraiment... un peu tout ce que je viens de dire, pourquoi c'est pas finalement une victoire aussi marquée que ça. Maintenant, j'imagine que vous voulez tous savoir ce qui va se passer ensuite. Oui. Alors, le texte a été adopté en première lecture par le Sénat. La fameuse navette parlementaire fait que le texte va retourner vers l'Assemblée nationale qui va l'étudier. Donc ce fameux texte autour de la liberté. L'Assemblée nationale peut soit dire OK, on l'adopte dans les mêmes termes, et donc on a un compromis, ou l'Assemblée nationale peut dire non, nous, c'est pas ce qu'on voyait, ce qui est le cas. Donc on va reproposer une autre formulation. Le Sénat recevra l'autre formulation. Et après, ça va faire... Alors, c'est que 2 fois, heureusement. Okay. Parce que sinon, t'imagines bien qu'ils font du ping-pong pendant longtemps. Ça fait 35 ans. Voilà, et toujours pas de décision. Non, ce qui se passe après, c'est qu'on provoque ce qu'on appelle une commission mixte paritaire. Et l'idée, c'est de trouver un compromis entre les députés et les sénateurs pour s'accorder sur un texte qui soit exactement le même à la formule près. Et après ça, il y a un référendum. Ok, voilà. D'accord. Donc aujourd'hui, 80%, il me semble, je crois que c'était un sondage de l'IFOP, 80% des Français sont plutôt pour la constitutionnalisation de ce droit. Mais voilà, on peut dire quand même qu'on est encore loin de la constitutionnalisation de l'accès à l'avortement, parce qu'il reste encore pas mal d'étapes dans lesquelles il faut que le Parlement s'accorde et les Français répondent dans le cadre d'un référendum. C'est super clair, merci pour l'éclairage, parce que c'est vrai que moi je n'étais pas forcément au courant qu'il y avait autant d'étapes. Moi j'ai vu l'info que c'était passé au Sénat, et je m'étais dit tout bêtement, cool, vive la France pour une fois. Et en fait c'est pas si positif finalement, donc merci pour les précisions, et j'étais un peu passé à côté de ça. Je pensais qu'on était passé à une victoire hier, et en fait, c'est un peu plus mitigé là. C'est carrément plus mitigé, effectivement. Donc c'est bien dans un sens de voir qu'il y a une volonté de la part des sénateurs, mais en revanche, dans quelles conditions voilà. Donc, Oui, c'est un petit pas, mais c'est assez représentatif de la perception de l'IVG pour ces personnes-là. Enfin, elles ne sont pas concernées, elles sont... Voilà. Donc, et de l'importance que ça a pour eux aussi. De se garder une porte de sortie. Enfin, en fait, ils veulent garder l'option de réglementer l'IVG, quoi. Exactement. C'est un plaisir. Et dans l'article que tu as partagé, j'explique aussi que ce texte est passé au Sénat parce qu'il a été amendé, donc modifié, par un sénateur, les Républicains, qui s'appelle Philippe Bas. Donc c'est lui qui a fait la modification Oui, c'est lui en fait qui a dit, dans ces conditions, c'est-à-dire dans le texte initialement proposé par l'Assemblée nationale, ça ne passera pas au Sénat. En revanche, si on le modifie, ça peut passer. Et c'est assez paradoxal, parce que d'une part, d'un côté, c'est grâce à lui si le texte est passé, mais de l'autre côté... Il l'a modifié. En fait, la nouvelle formulation, elle ne veut pas dire la même chose. Donc, ça fait que ça n'a pas d'impact en plus, vraiment. La constitutionnalisation dans ces conditions-là, si on peut en faire ce qu'on veut au niveau de la loi, ça n'a aucun impact.
c'est le faire pour le dire, là, à ce moment-là, en fait. Ouais, c'est une volonté qui est totalement différente. Mais derrière, si on peut faire une loi qui encadre le truc, on peut le faire un jour par an. Voilà, c'est ça. C'est ça, en fait, on peut faire passer une loi comme ça, derrière. C'est un peu ça. On peut faire un avortement que le 29 février. Et voilà. je vous propose... Donc jamais, du coup. Ne le faites pas. Je n'ai pas donné de mauvaises idées à nos chers amis, mais... ouais. Non, c'est sûr, c'est vrai que c'est jouer sur les mots pour au final faire quelque chose qui a un peu vide de sens, quoi. Voilà, donc écoutez, si le sujet, vous qui nous regardez, vous intéresse, n'hésitez pas à aller lire nos articles sur le site de Mademoiselle. N'hésitez pas à aller regarder nos vidéos aussi. Ouais, le reportage, le concrètement, tout est sur l'Instagram de Mademoiselle et la chaîne YouTube aussi. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé parce que je suis venue présenter la vidéo concrètement, mais on a aussi fait un article sur le Green Impact Index. Tout est dans le chat normalement. Ouais, j'ai mis les liens, vous pouvez tout retrouver. Émilie, elle a tout envoyé avant qu'on lui demande. Bien sûr, tout est prévu, ouais. Non, tout est envoyé, donc voilà. Super. Eh ben, merci à tous et à toutes de nous avoir regardés. N'hésitez pas à venir nous lire, nous suivre et nous regarder sur tous les réseaux de Mademoiselle. Sur nos prochains lives aussi. Sur nos prochains lives. Merci beaucoup Nathan. Merci de ta présence. Pour parler d'IV+. C'était vraiment très intéressant. C'était super. Merci Émilie. Merci. Superbe reportage que tu as bien partagé, j'espère. Oui, bien sûr. Et merci Sophie. Avec plaisir. On se retrouve sur un prochain Jeudi Tout. Oui, j'espère. À très vite tout le monde. Bientôt.